Bonjour. Dans le webinaire numéro 1, nous avons vu que le vide et les principes physiques de fonctionnement de chaque microscope électronique, qu'il soit en transmission ou à balayage, imposent des contraintes sur l'échantillon. Il faut que l'échantillon soit fixé et déshydraté en mètres et au mètre. En microscopie électron transmission, l'épaisseur de l'échantillon devra être ultra fine et généralement sous forme de coupe comprise entre 60 et 70 nanomètres. Et en microscopie électronique à balayage, la surface de l'échantillon devra être conductrice. L'ensemble des solutions expérimentales utilisées pour lever ces contraintes constitue la préparation des échantillons pour la microscopie électronique. Dans le webinaire numéro 3, je parlerai de la préparation des échantillons biologiques pour les microscopies électroniques en transmission et à balayage classiques. Je n'aborderai pas les techniques immunocytochimiques. Je vais rapidement vous présenter les grandes étapes de la préparation d'échantillons pour la microscopie électronique classique. Sachez qu'on peut travailler sur des cultures cellulaires, sur des tissus, sur des suspensions comme les virus, les bactéries, les phages, les liposomes, les exosomes. La toute première étape consiste à faire une fixation des protéines pour les deux techniques de microscopie en transmission ou à balayage. Après un lavage tampon phosphate ou cacodylate, on passe à la fixation des lipides et on refait un lavage. L'objectif étant de mieux préserver les structures cellulaires. Pour cela, on utilise des fixateurs qui sont des produits chimiques préparés en tenant compte du pH, de la concentration molaire et de la concentration ionique du milieu cellulaire. Il existe deux types de fixateurs en microscopie électronique. Les fixateurs de protéines qui sont les aldéhydes, parmi lesquels on peut citer du glutaraldéhyde et du paraformaldéhyde. Et nous avons les fixateurs de lipides, le tétraoxyde d'osmium qui est souvent utilisé. Je rappelle que la fixation peut se faire par immersion ou par perfusion. L'étape suivante, dite de déshydratation, permet de se débarrasser de l'eau qui est dans les cellules sans les plasmolyser ni les éclater. On procède alors à des bains successifs de solvants. Comme vous le voyez sur ce schéma, des bains d'acétone ou d'éthanol. On commence par un bain de 30%, puis 50, 70, 90 et 100%. En général, si le tissu est gras, il faudra éviter l'utilisation de l'acétone. Puis, il faudra aussi éviter les longues incubations dans les solvants faibles, comme les solvants à 30%. Ensuite, pour la microscopie électronique en transmission, la même opération se répète, donc des bains alors, afin de substituer l'acétone ou l'éthanol par une résine liquide. Il existe deux types de résines. Donc, nous avons les résines époxy ou métacrylate. Tout dépend de si on veut faire de l'immunocytochimie ou non. Ensuite, pour la microscopie électronique en transmission, la même opération, c'est-à-dire des bains, se répète afin de substituer l'acétone ou l'éthanol par une résine liquide. On le voit sur ce schéma, donc ça c'est les bains de résine. Il existe deux types de résines. Donc nous avons les résines époxy et les résines métacrylates. Donc tout dépend, l'utilisation de ces résines dépend de si on veut faire de l'immuno ou
non. Après avoir transféré l'échantillon dans un moule, on porte l'ensemble à l'étuve selon la résine utilisée pendant 24 heures pour que la résine puisse être polymérisée. L'échantillon est donc enrobé dans un bloc, là, vous voyez là, qui sera coupé par un ultramicrotome afin de réaliser des coupes semi-fines pour la recherche de zones à couper. Nous avons donc là un ultramicrotome et là une coupe semi-fine réalisée et on choisit une zone d'intérêt. Et c'est sur cette zone d'intérêt qu'on va réaliser des coupes ultra fines. Et ces coupes ultra fines sont récupérées sur des grilles, sur une grille. Et c'est cette grille qui va sur le porte-objet du microscope électronique. Donc, les grilles peuvent être en or, en nickel ou bien en cuivre. Après cette étape de récupération de coupes ultra fines sur la grille, on passe à l'étape de contraste positif, qui est un apport d'ions de métaux lourds sous forme d'acétate d'uranyle, donc qui contraste principalement les nucléoprotéines, comme le noyau, les ribosomes des nucléoles, et sous forme de citrate de plomb qui contraste les membranes plasmiques et les membranes des organismes cellulaires. Donc, vous voyez là, donc ça c'est une image au niveau de la coupe du cerveau, donc qui montre un contraste positif. Alors, pour des structures très fines, très petites, comme les virus, les molécules, les bactéries, les phages, les exosomes, les liposomes, etc., sans faire d'inclusion, on peut passer directement donc vers un contraste dit négatif avec de l'acide phosphotinstique ou de l'acétate d'uranyle à saturation dans l'eau ou dans l'éthanol. Donc, c'est le cas, par exemple, de ces bactériophages, voilà, dont le fond est noir et les bactériophages sont clairs. Donc, l'étape suivante permet donc juste d'observer au microscope électronique en transmission. En ce qui concerne la microscopie électronique à balayage, au lieu d'utiliser la résine, comme dans le cas de la transmission, on va utiliser du CO2 liquide, donc dans une enceinte d'appareil appelé point critique, appareil à point critique. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cet appareil? Dans un premier temps, il y a substitution du solvant par du CO2 liquide. Ensuite, on chauffe l'ensemble, faisant monter la température et la pression en passant par 31 degrés 80 bars, donc qui est connu comme le point d'équilibre liquide-gaz. C'est ce point qu'on appelle le point critique du CO2. Il suffit de continuer à chauffer à 40 degrés pour transiter complètement en phase gazeuse pour une dessiccation totale. Le retour à la pression normale dans les bonnes conditions permet d'obtenir un échantillon qui est au fait comme une sorte d'éponge avec des cavités qui contenaient de l'eau vide et non déformée. Il faut noter que pour des échantillons de très petite taille, comme des cultures cellulaires, au lieu d'utiliser l'appareil point critique, on peut juste faire des bains d'hexaméthyldisilazane, HMDS, et laisser tout simplement sécher à l'air. La prochaine étape est un apport de métaux sur l'échantillon déshydraté. On métallise la surface de l'échantillon par pulvérisation de l'or, du platine, du palladium, afin de rendre la surface conductrice. Enfin, on observe au microscope électronique à balayage l'échantillon métallisé. Ce qui est important à savoir aussi est qu'il faut au minimum 4 jours de préparation pour la microscopie électronique en transmission et au minimum 1 jour pour la microscopie électronique à balayage. En conclusion, les microscopies électroniques et photoniques
ont chacune des limites que nous avons vues dans le webinaire 1. La faible résolution photonique et l'impossibilité de travailler sur le vivant en microscopie électronique. En conséquence, les spécialistes de la microscopie photonique font une course vers la haute résolution, alors que ceux de la microscopie électronique font une course vers la dynamique cellulaire. Ils ont un défi commun, pouvoir faire de la haute résolution en dynamique cellulaire. En microscopie photonique, ce défi se manifeste par le développement des systèmes informatiques, comme des systèmes de haute résolution, par exemple, car les capacités optiques, en l'occurrence, la taille des objectifs étant limitée. En microscopie électronique, des tentatives de travailler en environnemental, comme ceux des microscopes à balayage environnementaux, ou en utilisant des porte-objets environnementaux sur des microscopes électroniques en transmission. Il y a aussi des tentatives de travailler en vide moyen, sinon de recourir à la préparation des échantillons de façon à figer l'état natif de l'échantillon vivant dans l'azote liquide en un temps donné, ce qu'on va appeler la cryomicroscopie électronique. Alors, pour lever ces défis, il y a donc une nécessité de travailler ensemble. Merci pour votre attention.